Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un objet assez incroyable, je trouve. Imaginez un meuble qui ne serait pas juste un rangement, Hmm. mais vraiment un univers en miniature, un concentré de savoir, de secrets aussi, et puis le reflet d'une époque. Oui, c'est une très belle image. On va se pencher justement sur les cabinets européens. Ces meubles fascinants produits, on va dire, entre le 16e et le 19e siècle principalement. D'accord. Et notre guide pour cette analyse, eh bien, c'est la collection absolument remarquable du musée de l'Ermitage. Superbe source. Notre mission alors, si je résume, essayer de comprendre ce que ces objets nous racontent, aller au-delà de la simple fonction, C'est ça. explorer leur histoire, déceler leur signification, parfois cachée, et puis admirer le savoir-faire. C'est souvent exceptionnel, non? Ah oui, absolument exceptionnel. Et on va s'appuyer pour ça sur les informations qui viennent de l'Ermitage lui-même, de leur présentation de ces objets. Parfait. Alors prêt à déverrouiller ces trésors? Allons oui. Alors pour comprendre ces meubles, il faut remonter un peu aux origines. Le cabinet en tant que meuble spécifique, ça naît où et quand exactement? En Espagne, c'est ça, fin de la période gothique. C'est ça, hein, Espagne, gothique tardif. Et au départ, faut être honnête, c'est assez fonctionnel. Des sortes de bureaux, mais qu'on peut déplacer. Ou des coffres, pour mettre en sécurité des papiers importants, des objets de valeur. D'accord, donc une origine assez pragmatique finalement. Mais ensuite, ça se diffuse partout en Europe, cette forme. Et ça change. J'imagine qu'on n'a pas que des petits coffres portables. Ah non, ça évolue énormément, le meuble se répand, et en même temps, presque en parallèle, dès les 15e, 16e siècles, le mot cabinet, il prend un deuxième sens. Ah oui, hein. Lequel? Cabinet, ça ne désigne plus seulement le meuble, ça devient aussi une petite pièce. Une pièce privée, souvent à côté des appartements d'un prince, d'un savant, d'un érudit. Le fameux studiolo italien? Exactement. Le studiolo italien, c'est l'exemple parfait. Un espace intime, hein, vraiment pour soi, dédié aux activités de l'esprit, les lettres, les sciences, les arts. On s'y entourait de livres, de manuscrits, d'instruments, d'objets d'art, de curiosités naturelles. Pour réfléchir, pour étudier seul. Voilà, pour la contemplation et l'étude solitaire. D'accord, je vois. Le meuble et la pièce finissent par se faire écho, en quelque sorte. Et cette idée de lieu pour le savoir, la collection, ça reste en Italie? Non, non, ça voyage. Ça se transforme aussi, surtout au nord des Alpes, en fait. Et c'est là qu'apparaissent les fameuses Kunstkammer. Ah, les cabinets de curiosité? C'est ça, les cabinets de curiosité. Des espaces qui ressemblent un peu au studiolo dans l'esprit, mais avec une ambition peut-être encore plus large. Plus cosmologique. Cosmologique. C'est-à-dire qu'on ne collectionne plus juste pour étudier ou pour le plaisir, mais pour essayer de représenter le monde entier. C'est tout à fait ça. L'objectif d'une Kunstkammer, c'était vraiment de créer une image, un modèle réduit de l'univers, en rassemblant et surtout en classant, en organisant méthodiquement des objets de tous les règnes. Naturalia, artificialia, scientifica. Exactement. Nature, art, science. On cherchait à montrer à la fois l'incroyable diversité de la création, mais aussi son unité profonde, l'ordre caché derrière tout ça. Une vision du monde avec l'humain au centre, capable de comprendre cet ordre uni. Oui, l'homme au centre, capable de comprendre et d'organiser ce dialogue entre le microcosme, sa collection, et le macrocosme, l'univers. C'est fascinant comme démarche intellectuelle. Une sorte de Wikipédia physique et philosophique, avant l'heure. Essayer de contenir et d'ordonner le monde dans une seule pièce. C'est une bonne analogie, oui. Francis Bacon, le philosophe, en 1594, il parlait du cabinet comme d'un possible modèle de l'universel. Impressionnant. Et ces collections, ce n'étaient pas juste des conservatoires de savoir ou des outils d'étude. Il y avait aussi une part de mystère qui venait un peu des trésors accumulés par les rois et les empereurs depuis l'Antiquité. D'accord. Et comment on passe de cette pièce encyclopédie, la Kunstkammer, au meuble cabinet dont on parlait au début? Le contenu devient le contenu. C'est ça l'idée? Vous mettez le doigt dessus. C'est une évolution clé. Progressivement, le meuble, le cabinet lui-même, va être conçu pour recevoir ces collections. Il devient une Kunstkammer en miniature. Ah, Mais aussi, et c'est très important, il devient lui-même une œuvre d'art, une pièce maîtresse. Et cette fusion est particulièrement réussie en Allemagne, avec ce qu'on appelle les Kunstschrank. les armoires d'art. Donc, si je comprends bien, ces Kunstschrank allemands, ce ne sont plus seulement de beaux meubles bien décorés pour ranger des choses.
Ils essaient de dire quelque chose à travers leur forme, leur décor. Tout à fait. Le décor est rarement juste, décoratif. Il suit souvent un programme iconographique très précis, très complexe, plein de symboles. Chaque détail, de l'extérieur jusqu'au tiroir le plus caché, est pensé pour inviter à réfléchir. Sur le monde, ses merveilles, ses mystères, l'ordre divin. C'est une expérience totale, à la fois visuelle et intellectuelle. Et le summum de cet art, d'après nos sources, on le trouve où? À Augsbourg, début XVIIe siècle. Augsbourg, oui, ça devient le grand centre pour ces cabinets Kunstkammer exceptionnels. L'ambition est incroyable. On vise une représentation quasi encyclopédique de l'univers. Et c'est là qu'intervient un personnage clé, Philipp Einhofer. Einhofer. Patricien, banquier, marchand d'art. Un profil intéressant? Oui, et il ne vendait pas juste des meubles, il vendait un concept, une vision du monde mise en boîte, si on peut dire. Son idée maîtresse, c'était le Theatrum Mundi. Le théâtre du monde, qu'est-ce que ça impliquait concrètement? L'idée, c'était d'intégrer complètement le décor du meuble architectural, figuratif, avec les objets qu'il contenait. Et il y en avait des centaines parfois. Objets naturels, artistiques, scientifiques. Le tout devait former une vision cohérente de l'univers. Une sorte de mise en scène totale du savoir. Exactement. Techniquement, c'était d'une virtuosité folle. Parfois même avec des automates, des mécanismes musicaux cachés. Incroyable. On ouvre le cabinet et c'est un spectacle qui commence. Peut-être même avec de la musique. Est-ce que l'Ermitage possède un de ces cabinets complets de Einhofer? Malheureusement non, ces ensembles sont rarissimes aujourd'hui. Mais le musée a un élément exceptionnel qui provient d'un de ses cabinets princiers de Einhofer. C'est un nécessaire de jeu. Ah, Absolument somptueux, en ébène, argent, ivoire, nacre. Il permettait de jouer une dizaine de jeux de société différents. Échecs, tric-trac, jeux du moulin. justement, ces jeux intégrés dans un objet aussi chargé de sens. Ce n'était sans doute pas que pour s'amuser, j'imagine. Les échecs, par exemple, quelle symbolique ça avait à l'époque? Oh oui, le jeu d'échecs était très très riche symboliquement. Sa structure, très hiérarchisée, les pièces, leurs mouvements codifiés, ça en faisait un modèle réduit du royaume, de la société. Au Moyen Âge, c'était un élément important de la culture de cour, mais l'interprétation a évolué. Comment ça? C'est devenu plus moral, plus philosophique? Oui, tout à fait. Parfois, on l'associait à l'oisiveté, vue comme un péché, mais surtout l'alternance des cases, noires et blanches. Oui. Ça a été interprété de plein de façons. Le conflit entre le bien et le mal, le profane et le sacré, ou plus largement, comme le symbole de la lutte entre la vie et la mort, les vertus et les vices, ou simplement l'inconstance, le hasard de la vie humaine. Une vraie métaphore de la condition humaine sur 64 cases. Et les autres jeux? Ce nécessaire de l'Ermitage, il y avait aussi un jeu de dames, vous disiez? On retrouve cette dimension morale. Absolument. Le plateau de dames de ce nécessaire est très intéressant. Sur les cases blanches, il y a des petites scènes gravées. Elles viennent de fables, de proverbes connus. Ah d'accord. L'intention est claire, même quand on joue, même dans le divertissement. Ça doit être une occasion de réfléchir, une leçon de sagesse, utile, comme on disait. Fascinant de voir comment même le loisir était imprégné de cette volonté de signifier quelque chose. Au-delà des jeux, les décors des cabinets eux-mêmes sont très parlants. On voit souvent des architectures complexes en marqueterie, non? Oui, ce fécamp, surtout sur les meubles d'Augsbourg, d'Allemagne du Sud, au XVIe et XVIIe siècle. Ça montre bien la fascination pour la perspective, cette nouvelle façon de représenter le monde venue de la Renaissance. Mais attention, Oui, ce sont rarement des bâtiments réels, plutôt des caprices architecturaux, des vues imaginaires. Et souvent, elles sont en ruine. en ruine, c'est étrange ça. Pourquoi représenter des ruines sur des objets de luxe? Il y a une raison symbolique. Oh oui, et elle est centrale pour l'époque. C'est le thème de la vanitas. La vanité des choses terrestres. Exactement, la fragilité de la vie humaine face au temps qui passe. Regarder ces architectures magnifiques mais déjà abîmées, ça a invité à méditer sur le côté éphémère de la vie des constructions humaines. Les modèles pour ces scènes venaient d'ailleurs souvent de gravures d'artistes qui diffusaient largement ces thèmes. Vanitas. Et je comprends mieux. On trouve aussi beaucoup d'animaux dans ces décors. J'ai lu la description d'un cabinet avec une grenouille, un serpent, une tortue, un escargot. Eux aussi, ils portent ce message de vanitas? Ils peuvent y contribuer, oui. Traditionnellement, en Europe, ces animaux considérés comme inférieurs, rampants, liés à l'humidité, le serpent, la grenouille, le crapaud, l'escargot, pouvaient symboliser le péché, les vices, la décomposition matérielle. Mais Mais
Le symbolisme animalier à cette époque est rarement simple, rarement univoque. Ah, il peut y avoir une double lecture. Souvent, par exemple, la grenouille ou la tortue, parfois on les voit portant le monde sur leur dos, dans certaines légendes. Elles pouvaient donc aussi représenter la solidité, la constance, l'ordre du monde. D'accord. La grenouille, c'était aussi un symbole de fertilité, de création, voire de résurrection dans certaines interprétations chrétiennes. Et puis, il ne faut jamais oublier autre chose, l'intérêt scientifique qui grandit pour la nature, Ah oui. y compris pour ces formes jugées bizarres ou monstrueuses. Un peu comme Bernard Palissy et ses céramiques couvertes de moulages d'animaux. Tout à fait. Ou les petites sculptures en bronze, très réalistes d'animaux, même un peu dégoûtants parfois, faites par Andrea Riccio à Padoue, déjà au début du XVIe siècle. Donc, la présence de ces animaux sur les cabinets, ça mélange des préoccupations morales, symboliques, et cette curiosité naturaliste qui est typique de l'esprit des cabinets de curiosité. Tout ça, ça suggère que ces cabinets, ce n'étaient pas juste des objets à regarder passivement. Il y avait aussi un jeu sur la surprise, le secret, une sorte de théâtralité dans la façon de les découvrir. C'est un aspect absolument essentiel, de leur conception et de leur attrait. Les créateurs étaient maîtres dans l'art du contraste pour provoquer l'émerveillement. Par exemple. Par exemple, opposer un velours très sombre, très profond, à l'éclat vif de médaillons en métal précieux, ou alors un extérieur très sobre, presque austère, qui, une fois ouvert, révèle un intérieur d'une richesse incroyable. On passe de la chaleur du bois marqueté au reflet froid du métal gravé. Vous auriez un exemple concret de ce jeu de cache-cache? Oui, prenons un cabinet de voyage, fait à Nuremberg au XVIe siècle, qui est à l'Ermitage. Dehors, il est juste couvert d'un velours bleu nuit, très simple. Mais quand on soulève le couvercle, Oui. on découvre à l'intérieur une plaque de cuivre finement gravée. Elle représente la rencontre de nuit entre le Christ et Nicodème. Une scène qui parle de discernement, de choix spirituel. Ah, c'est pertinent au moment d'ouvrir un coffre qui contient des choses précieuses. Exactement, le décor dialogue avec la fonction. Et au-delà des contrastes, il y avait de vrais secrets dedans, des tiroirs cachés, des mécanismes compliqués. Absolument. On cultivait cette aura de mystère, parfois avec des iconographies très savantes, que seuls quelques initiés pouvaient comprendre. Mais aussi, très concrètement, oui, des tiroirs secrets, des doubles fonds, des systèmes d'ouverture très ingénieux avec des boutons cachés dans le décor. Cet aspect boîte à secrets a toujours fasciné. J'ai même entendu parler d'un cabinet italien qui était un vrai casse-tête. Tout fermé de l'extérieur, sans serrure, sans poignée visible. Il fallait vraiment réfléchir pour trouver comment l'ouvrir. Voilà. Ça illustre parfaitement l'esprit de l'époque. Fin du maniérisme, début du baroque. Déchiffrer ces énigmes, qu'elles soient mécaniques ou symboliques, c'était un jeu intellectuel très apprécié dans les cercles cultivés. Une façon de montrer son intelligence, son éducation. On peut penser au cabinet napolitain en ébène dont parlent les sources, avec son décor très riche qui serait une allégorie de la sagesse divine en lien avec la philosophie du XVIIe siècle. C'est un excellent exemple. Interagir avec ces cabinets, chercher comment les ouvrir, découvrir ce qu'il y a dedans, décrypter les symboles. Ce n'était pas juste posséder un meuble cher, c'était participer à un jeu intellectuel sophistiqué, sur l'ordre du monde, la connaissance, la découverte de soi, tout en vivant une expérience esthétique très forte. Cette idée de mise en scène du savoir, de jeu avec celui qui regarde ou utilise l'objet, ça fait penser au théâtre de la même époque, non? Le parallèle est très juste, oui. L'esprit du théâtre baroque et celui qui anime ces grands cabinets d'art sont très proches. On retrouve les mêmes techniques, les changements de décor imprévus, la recherche d'effets spectaculaires, les effetti speciali, comme on dirait aujourd'hui. Le goût pour le paradoxe, la métaphore compliquée, les contrastes visuels forts, d'échelle, de couleurs, de matière. Et l'objectif commun derrière tout ça? Sans doute une tentative d'interpréter ce savoir sur le monde qui devenait immense, d'essayer de maîtriser par l'esprit et par le regard ce qui semblait insaisissable. Ouvrir un cabinet complexe, découvrir ses secrets, regarder ses collections bien rangées, c'était un peu comme aller au théâtre. Il y avait une dramaturgie, une progression, et parfois même, comme on l'a dit pour Hainhofer, une musique pour que l'illusion soit parfaite. Parlons un peu de l'aspect matériel maintenant. Ces objets sont d'une complexité folle. Ça demande un savoir-faire artisanal incroyable et j'imagine ça coûtait une fortune à fabriquer. Ah oui, sans aucun doute. Pour avoir une idée, regardons les cabinets milanais en acier, du milieu du XVIIe siècle. Chose étonnante, hein, ils n'étaient pas faits par des ébénistes, Ah bon? Par qui alors? par des armeliers.
des maîtres absolus du travail du métal. La forge, la fonte, la ciselure, la dorure, et surtout le damasquinage. Le damasquinage, c'est quoi exactement? C'est cette technique hyper raffinée, où on incruste de très fins fils d'or ou d'argent dans des petites rainures qu'on a creusées dans l'acier. C'est magnifique. Des armuriers qui font des meubles de luxe, c'est assez inattendu. Pourquoi eux? Parce que c'était eux qui maîtrisaient ce travail de l'acier, un matériau très prestigieux à l'époque. D'ailleurs, ces cabinets en acier sont très rares. On n'en a produit que pendant une trentaine d'années. Le résultat est spectaculaire. L'acier bleui ou noirci sert de fond à des décors en or, souvent avec des petites sculptures en acier forgé ou en bronze et argent coulé. Ça représente des allégories, des scènes de l'histoire romaine, de la mythologie. D'accord. Un des exemples de l'Ermitage a même la forme d'un palais en miniature. Et tout le décor parle des vertus militaires et civiques, toujours liées à cette idée d'ordre du monde. Et à côté de ces démonstrations de force sur le métal, il y a aussi cette fascination pour le tout petit, pour la microtechnique. Pourquoi c'était si important? C'est fondamental dans la philosophie de la Kunstkammer et des cabinets qui s'en inspirent. La miniaturisation, ce n'est pas juste une prouesse technique, ça offre une nouvelle façon de voir le monde, ça permet de le tenir, littéralement, dans sa main. Et maîtriser les microtechniques, c'était vu comme le sommet de l'habileté humaine, une façon pour l'artisan de rivaliser avec la finesse de la nature elle-même. Vous avez un exemple frappant de ces microtechniques? La marqueterie de bois en relief, c'est stupéfiant. C'était une spécialité quasi unique d'un endroit, Eger, en Bohême, dans les années 1620-1630. Les artisans arrivaient à assembler des tout petits morceaux de bois de différentes couleurs, non pas à plat, mais en leur donnant un léger relief, quelques millimètres à peine. Ils sculptaient chaque petit élément pour créer du volume, un modelé incroyable. J'ai vu des images d'une boîte de jeu d'Eger ou le plateau de dames. C'est comme un jardin botanique hyper détaillé. Chaque case est une fleur différente. C'est fou de finesse. C'est exactement ça. Le réalisme est prodigieux. D'ailleurs, il est probable que ces pièces étaient plus faites pour être admirées, comme des exploits techniques, que pour vraiment jouer avec. Je comprends. Ces micro-techniques, comme la collection d'objets naturels, minuscules, coquillages, insectes, ça servait à illustrer l'idée de l'unité du monde, le lien entre le grand et le petit, le macrocosme et le microcosme. Et il existait même des cabinets entièrement miniatures? Oui, certains tiennent dans la paume de la main des vrais petits bijoux. On pourrait croire que leurs tiroirs minuscules ne servent à rien. Pourtant, on sait que ces cabinets nains, comme ceux faits au Tyrol au XVIIe siècle, pouvaient servir à garder des choses précieuses qui prennent peu de place. De la poudre d'or, des pierres précieuses, des pigments rares. Cet univers si riche en symboles, cette virtuosité technique, cette complexité intellectuelle, est-ce que ça a duré longtemps? Comment ça a évolué tout ça? Le sens profond, la fonction première de ces cabinets, ça s'est transformé petit à petit. Au XVIIIe siècle, avec l'esprit des Lumières, l'approche de la collection change. Ah oui? Comment? Ça devient plus un signe de statut social, d'érudition bien sûr, mais une érudition plus tournée vers la science positive, la classification rationnelle, et aussi vers le simple plaisir esthétique. L'aspect un peu ésotérique, métaphysique, a tendance à disparaître. Donc on s'attache plus à la beauté de l'objet, à son raffinement, qu'au message philosophique complexe qu'il pouvait porter avant. C'est un peu ça, oui. Les cabinets restent des objets de grand luxe, très chers, très raffinés, mais leur programme iconographique devient moins central, ou plus léger, plus décoratif. Ils s'adaptent au goût de l'époque, comme le rococo. Et parfois on peut les voir un peu comme de brillants jouets pour une élite riche. D'accord. Au XIXe siècle, la signification d'origine est en grande partie oubliée, même si la forme du meuble continue d'exister. Mais l'image du cabinet baroque, mystérieux, plein de trésors, elle ne disparaît pas complètement de l'imaginaire collectif. Non, cet imaginaire reste fort. Il continue de fasciner, d'inspirer les artistes, les artisans. On voit réapparaître des formes inspirées du passé, parfois par nostalgie, parfois dans des réinterprétations, des pastiches, ou même des créations un peu grotesques. L'aura du cabinet de curiosité et du Kunstschrank ne s'éteint jamais vraiment. Fabriquer des pièces pareilles, ça devait demander une organisation du travail très particulière, non? Ce n'est sûrement pas une seule personne qui faisait tout. Vous avez tout à fait raison. C'était un travail d'équipe, extrêmement coordonné. Bon, fabriquer un cabinet complexe, ça pouvait être le chef-d'œuvre demandé pour devenir maître ébéniste. Mais ça impliquait presque toujours la collaboration de plein de spécialistes. Quel genre de spécialiste? L'ébéniste travaillait avec des dessinateurs pour les programmes iconographiques, des peintres sur panneaux, des marketeurs experts,
verre, des sculpteurs sur bois ou ivoire, mais aussi des serruriers d'art, des mécaniciens, des horlogers pour les automates, des orfèvres, des joailliers, des graveurs qui fournissaient les modèles imprimés. Une vraie chaîne de métiers d'art de très haut niveau. Impressionnant. Et aujourd'hui, comment on fait pour préserver ces objets exceptionnels qui ont forcément souffert avec le temps? C'est tout le défi des restaurateurs, comme ceux de l'atelier de restauration du mobilier de l'Ermitage. Chaque cabinet a son histoire, les dommages du temps, les déménagements, l'usure, les anciennes restaurations parfois maladroites. Le travail aujourd'hui, c'est de combiner les analyses scientifiques les plus modernes, radio, analyse des matériaux, etc., avec la redécouverte et la maîtrise des savoir-faire anciens. À travail d'enquête et de patience, donc. Pour retrouver l'aspect d'origine, comprendre les techniques oubliées, tout en respectant l'histoire de l'objet et en assurant qu'il puisse être conservé pour l'avenir. Précisément, ça demande une dextérité manuelle incroyable, une connaissance encyclopédique des styles, des matériaux, des techniques d'époque, et une éthique très stricte. C'est un travail d'une minutie folle pour comprendre et transmettre ces objets uniques. Bon, pour conclure cette exploration vraiment passionnante, on peut dire que ces cabinets étaient bien plus que de simples meubles, hein. Ah oui, absolument. C'était des microcosmes portables, des théâtres du savoir, de la mémoire, des miroirs complexes où on peut lire les visions du monde, les angoisses, les émerveillements, les ambitions intellectuelles, esthétiques, scientifiques de leur temps. Pour des arts décoratifs, en effet. Et tout ça, ça nous amène à une question pour nous aujourd'hui. Quels objets, quels supports, quels systèmes est-ce qu'on crée, nous, qui pourraient, de façon aussi dense, aussi symbolique et conçue pour durer, encapsuler notre vision du monde actuel, nos savoirs, nos préoccupations collectives? C'est une excellente question, oui, et elle ouvre des pistes de réflexion très larges. Qu'est-ce qui, dans notre culture numérique, matérielle, ou peut-être un mélange des deux, jouera le rôle des cabinets de curiosité du XXIe siècle, pour les générations futures qui essaieront de nous comprendre? Voilà de quoi réfléchir, hein.